L'écureuil est-il rentré? À l'instant. Viens ici, Thorvald, voir ce que j'ai acheté. Ne me dérange pas. Acheter, tu dis? Tout cela? Le petit étourneau a-t-il de nouveau trouvé moyen de dépenser tant d'argent? Mais oui, Thorvald. Cette année, nous pouvons bien faire un peu plus de dépenses. C'est le premier Noël où nous ne soyons pas forcés d'économiser. Oui, mais nous ne devons pas être prodigues. Aussi, un peu, un tout petit peu. Maintenant que tu vas toucher un gros traitement et que tu gagneras beaucoup, beaucoup d'argent. Oui, à partir de la nouvelle année. Encore s'écoulera-t-il un trimestre avant que je ne touche quoi que ce soit? Qu'est-ce que cela fait en attendant? Nous pouvons emprunter. Nora, toujours cette légèreté. Admets que j'emprunte aujourd'hui 1000 couronnes, que tu les dépenses pendant les fêtes de Noël, et que la veille du jour de l'an, il me tombe une tuile sur la tête et que... Tais-toi, Thorvald, ne parle pas ainsi. Admets pourtant que cela arrive alors. Oh, si pareille chose arrivait, cela me serait vraiment bien égal d'avoir des dettes ou non. Et les gens qui m'auraient prêté l'argent? Ces gens-là, qui est-ce qui pense à eux? Ce sont des étrangers. Nora, Nora, tu es une vraie femme. Sérieusement, Nora, tu connais mes idées à ce sujet. Pas de dette, jamais d'emprunt. Il s'introduit une sorte d'esclavage, quelque chose de laid dans toute maison fondée sur des dettes et des emprunts. Nous avons tous les deux tenu bon jusqu'à présent, et nous continuerons à le faire durant le peu de temps d'épreuve qui nous reste. C'est bien, comme tu voudras, Thorvald. Allons, allons. L'alouette ne doit pas traîner l'aile. Quoi? Ne voilà-t-il pas le petit écureuil qui boude? Nora, que crois-tu que j'ai là-dedans? De l'argent. Tiens, mon Dieu, je comprends qu'il y ait beaucoup de dépenses dans un ménage aux environs de Noël. 10, 20, 30, 40. Merci, Thorvald. J'irai loin avec cela. Et il le faudra bien. Et ce paquet-là, que contient-il? Tu verras cela que ce soir. Bien, bien. Mais dis-moi, petite gaspilleuse, qu'est-ce qui te plairait à toi-même? Bah, est-ce que je me soucie de quelque chose, moi? Je le croirais volontiers. Dis-moi quelque chose de raisonnable qui te tente. Je ne sais vraiment pas. Ou plutôt... Écoute, Thorvald. Voyons. Si tu voulais me donner quelque chose, tu pourrais... Voyons. Tu pourrais... me donner de l'argent. Oh, juste une petite somme, ce dont tu peux disposer. Un de ces jours, j'achèterai quelque chose avec cela. Mais Nora... Si, que tu feras cela, cher Thorvald, je t'en supplie. Je suspendrai l'argent à l'arbre dans une belle enveloppe de papier doré. Ne sera-ce pas drôle, dis? Comment s'appelle l'oiseau qui gaspille sans cesse? Oui, un étourneau. Je sais bien, mais tu feras comme je te dis. Cela me donnera le temps de réfléchir à quelque chose d'utile. N'est-ce pas raisonnable, dis? Oui, si tu savais employer l'argent que je te donne et vraiment acheter quelque chose. Mais il disparaît dans le ménage et passe à 1000 riens. Après quoi, je dois encore débourser. Oh, vraiment, Thorvald? C'est positif, ma chère petite Nora. L'étourneau est gentil, mais il lui faut tant d'argent. C'est incroyable ce qu'il en coûte à un homme de posséder un étourneau. Comment peux-tu dire cela? J'épargne autant que je peux. Oh, pour cela, oui, autant que tu peux. Mais tu ne peux pas du tout. Si tu savais, Thorvald, combien nous autres, écureuils et alouettes, nous avons de dépenses? Tu es une singulière petite personne. Absolument comme ton père. Tu as 1000 ressources pour te procurer de l'argent, mais aussitôt que tu l'as, il te coule entre les doigts. Tu ne sais jamais ce qu'il devient. Enfin, il faut te prendre comme tu es. Oui, Nora, ces choses-là sont certainement héréditaires. Je voudrais avoir hérité de bien des qualités de papa. Et moi, je te veux absolument tel que tu es, mon alouette chérie. Mais écoute, une idée me vient. Tu as aujourd'hui un air, comment dire, un air un peu louche. Moi? Oui, toi. Regarde-moi bien dans les yeux. La petite gourmande n'aurait-elle pas fait quelque escapade en ville? Oh non, pourquoi dis-tu cela?
La petite gourmande n'a vraiment pas mis le nez dans la confiserie. Oh non, je t'assure. Pas grignoté une ou deux pralines. Pas du tout. Pas un soupçon de confiture. Oh non, je t'assure que non, Thorvald. Allons, je plaisante. L'idée ne me viendrait pas de faire quelque chose qui te déplut. Tu peux en être bien sûr. Non, je le sais bien. Ne m'as-tu pas donné ta parole? Allons, garde tes petits mystères de Noël pour toi, ma Nora chérie. Ils seront démasqués ce soir quand on aura allumé l'arbre. As-tu pensé à inviter le docteur Rank à dîner ce soir? Non, mais c'est inutile. Cela va de soi. Je l'inviterai d'ailleurs quand il viendra tout à l'heure. J'ai commandé du bon vin. Nora, tu ne peux pas t'imaginer quelle fête je me fais de cette soirée. Moi aussi. Et ce que les enfants auront de joie, Thorvald. Ça fait du bien de penser qu'on est arrivé à une situation stable, assurée, qu'on est largement pourvu. N'est-il pas vrai? Oh oui, C'est un grand bonheur que d'y songer. c'est merveilleux. Tu te rappelles, Noël dernier? 3 semaines d'avance, tu t'enfermais tous les soirs, jusqu'à minuit bien passé, pour confectionner des fleurs pour l'arbre de Noël et nous faire 1000 autres surprises. C'est l'époque la plus ennuyeuse dont je me souvienne. Je ne m'ennuyais pas, moi. Mais le résultat était assez piteux, Nora. Vas-tu me taquiner encore longtemps à ce sujet? Est-ce ma faute si le chat est entré et a tout mis en pièces? Mais non, ce n'est certes pas ta faute. Tu avais la meilleure volonté de nous faire plaisir à tous, c'est l'essentiel. C'est bien bon pourtant que ces temps difficiles soient passés. Oh oui, je n'en reviens pas encore. Maintenant, je ne m'ennuierai plus tout seul. Et toi, tu n'auras plus besoin de tourmenter tes chers yeux et tes jolies menottes. Quel bonheur que d'y penser. Maintenant, je vais te raconter comment j'ai pensé nous arranger Noël une fois passé. On sonne? Quelqu'un vient? Quel ennui. Si c'est une visite, souviens-toi que je n'y suis pour personne. C'est pour moi. Le docteur Rank est rentré en même temps. Il est dans ton cabinet. Bonjour Nora. Bonjour. Tu ne me reconnais pas? Ma foi, non. Je ne sais pas. Oh, mais il me semble. Christine, c'est toi? Oui, c'est bien moi. Christine, moi qui ne te reconnaissais pas. Comment l'aurais-je pu? Oh, comme tu es changée, Christine. C'est certain. Depuis 9, 10 longues années. Y a-t-il vraiment si longtemps que nous nous sommes vus? Oh, ces 8 dernières années. Quelle époque heureuse, si tu savais. Et te voilà en ville. Tu as fait ce long voyage en plein hiver. C'est bien courageux à toi. Oui, je suis arrivée par le bateau ce matin. Pour passer les fêtes de Noël, naturellement. Quelle joie. Nous allons bien nous amuser. Mais ôte donc ton manteau. Tu n'as pas froid, n'est-ce pas? Ah, voilà, tu as repris ton ancienne figure. Ce n'est qu'au premier instant. Mais tu as un peu maigri, Christine, et un peu pâli aussi. Et beaucoup vieilli, Nora. Oh, un tout petit peu, mais pas beaucoup. Oh, quelle folle je suis. Je reste là à babiller. Ma bonne et chère Christine, peux-tu me pardonner? Que veux-tu dire, Nora? Mais Christine, tu es veuve? Oui, depuis 3 ans. Oh, je le savais, je l'ai lu dans des journaux. J'ai souvent pensé à t'écrire à cette époque, tu peux me croire, mais je remettais la lettre de jour en jour, puis survenait quelque empêchement. Je me rends si bien compte. Oh non, ceci était très mal à moi. Pauvre Harry, par quelle épreuve tu as dû passer? Il ne t'a pas laissé de quoi vivre? Non, Et pas d'enfant? non plus. Rien du tout alors. Pas même un deuil au cœur, un de ces regrets. Voyons Christine, comment est-ce possible? Cela arrive quelquefois, Nora. Seule au monde, comme cela doit te peser. Moi j'ai 3 jolis bébés. Tu ne peux pas les voir pour le moment, ils sont sortis avec leur bonne. Maintenant, tu vas tout me raconter. Plus tard, commence d'abord. Non, 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 à toi de parler. Aujourd'hui, je ne veux pas être égoïste. Je ne veux penser qu'à toi. Sais-tu le grand bonheur qui nous est arrivé ces jours-ci? Non, qu'est-ce que c'est? Pense donc, mon mari a été fait directeur de la banque. Ton mari? Ah, quelle chance. Il doit occuper son poste dès la nouvelle année. Et alors, il aura un gros traitement et de nombreux bonus. Oh, que je me sens heureuse et le cœur à l'aise.
C'est délicieux en vérité d'avoir beaucoup d'argent et de ne pas se faire de soucis, n'est-il pas vrai? Oh, certainement. Et cela doit être bien bon d'avoir le nécessaire. Oh, pas seulement le nécessaire, mais beaucoup, beaucoup d'argent. Nora, Nora, n'es-tu pas encore raisonnable à l'heure qu'il est? À l'école, déjà, tu étais une grande gaspilleuse. Thorvald prétend que je le suis encore, mais Nora n'est pas aussi folle que vous le pensez. D'ailleurs, je n'ai pas eu grand-chose à gaspiller jusqu'à présent. Il nous a fallu travailler tous les deux. Oh, toi aussi? Oh, de petits ouvrages à la main, du crochet, de la broderie, etc., etc. Et autre chose. Tu sais que Thorvald a quitté le ministère quand nous nous sommes mariés. La première année, il s'est terriblement surmené. Il devait chercher toutes sortes d'occupations supplémentaires et travailler du matin jusqu'au soir. Cela dépassant ses forces, et il tomba mortellement malade. Alors les médecins déclarèrent qu'il devait aller dans le midi. Oh, c'est vrai, vous êtes resté un an en Italie. Oui. Oh, ce ne fut pas facile de partir, comme tu peux bien l'imaginer. L'hiver venait de naître. Mais bien entendu, il le fallait. Oh, ceci a été merveilleusement beau, ce voyage. Et il a sauvé la vie de Thorvald. Mais ce qu'il a coûté d'argent, Christine, Je puis me le figurer. 1200 écus, 4800 couronnes. C'est de l'argent, cela. Oh oui. Dans un cas pareil, c'est un grand bonheur que de l'avoir. Je vais te dire, c'est papa qui nous l'a donné. C'était juste à l'époque où ton père est mort, il me semble. Oui, juste à cette époque. Et pense donc, je n'ai même pas pu aller le soigner. J'attendais tous les jours la naissance du petit Ibar et ce bon Thorvald mourant qui avait besoin de mes soins. Ah, ce bon cher papa. Je ne l'ai jamais revu. C'est ce que j'ai eu de plus cruel à supporter depuis mon mariage. Tu l'aimais beaucoup, je le sais. Ainsi, vous êtes parti pour l'Italie. Oui, nous avions l'argent, les médecins nous pressaient. Nous sommes partis au bout d'un mois. Et ton mari est revenu entièrement remis? Oh, il se portait comme un charme. Et ce médecin? Que veux-tu dire? Je me souviens que tu as annoncé un docteur en faisant entrer un monsieur en même temps que moi. Ah, le docteur Rand, il ne vient pas en médecin, c'est notre meilleur ami. Il nous rend visite au moins une fois par jour. Oh oui, depuis lors, Thorvald n'a pas eu une heure d'indisposition. Les enfants sont si contents. Et moi de même. Oh, Christine, que je me sens heureuse et le cœur à l'aise. Mais c'est à moi. Je ne parle que de mes propres affaires. Tu ne m'en veux pas, dis. Est-il bien vrai que tu n'aimais pas ton mari? Pourquoi l'as-tu épousé dans ce cas? Ma mère était encore en vie, malade et sans soutien. Et puis j'avais mes deux petits frères à ma charge. Je ne me suis pas cru en droit de refuser sa demande. Non, non, je suis sûre que tu as eu raison. Il était donc riche à cette époque? Oh, il était, je crois, très à son aise. Mais c'était une fortune mal équilibrée. Sa mort tout a fondu. Il n'est rien resté. Alors? Alors, j'ai dû me tirer d'affaire à l'aide d'un petit négoce. Une petite école que j'ai dirigée, que sais-je. Les 3 dernières années ont été pour moi une longue journée de travail sans repos. Maintenant, elle est finie, Nora. Ma pauvre mère n'a plus besoin de moi, elle s'en est allée. Les garçons non plus. Ils sont en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins. Comme tu dois te sentir soulagée. Non, Nora. Je ne sens qu'un vide insupportable. Plus personne pour qui se dévouer. Plus personne qui ait besoin de moi. Aussi n'ai-je pu tenir là-bas dans ce coin perdu. Oh, cela doit être plus facile de s'absorber dans une occupation, de distraire ses pensées. Ah, si je pouvais seulement être assez heureuse pour trouver une place, du travail de bureau. Y songes-tu? C'est si fatigant et tu as tant besoin de repos. Tu ferais mieux d'aller au zoo. Je n'ai pas de papa, moi, pour me payer le voyage. Allons, ne sois pas fâchée. C'est toi, chère Nora, qui ne dois pas m'en vouloir. Ce qu'il y a de pire dans une situation comme la mienne, c'est qu'on devient si aigri. On n'a personne pour qui travailler, cependant doit regarder de tous côtés pour se pourvoir. Ne faut-il pas vivre? Alors on devient égoïste. Que te dirais-je? Quand tu m'as fait part de l'heureuse tournure de vos affaires, je m'en suis encore plus réjouie pour moi-même que pour toi. Comment cela? Ah,
Ah, je comprends. Tu t'es dit que Thorvald pourra t'être utile. Oui, je l'ai pensé. Il le sera. Je vais préparer le terrain bien délicatement, trouver quelque chose de gentil qui rende Thorvald bien disposé. Je tiens tant à te rendre service. Comme c'est gentil à toi, Nora, de montrer tant d'empressement. Doublement de ta part à toi, qui connais si peu les misères et les désagréments de la vie. Moi? Tu crois cela? Mon Dieu, de petits ouvrages à la main et des babioles de ce genre. Tu es une enfant, Nora. N'en parle pas si légèrement. Vraiment. Tu es comme les autres. Vous croyez tous que je ne suis bonne à rien de sérieux. Allons, allons. Que je n'ai aucune connaissance du côté pénible de la vie. Mais ma chère Nora, tu viens de me raconter toutes tes difficultés. Oh, c'est bagatelle, mais je ne t'ai pas raconté le principal. Que veux-tu dire? Christine, tu me traites du haut de ta grandeur, mais tu ne devrais pas le faire. Tu es fière d'avoir tant et si longtemps travaillé pour ta mère. Je ne traite personne du haut de ma grandeur. Mais c'est vrai que je suis heureuse et fière en songeant que grâce à moi, les derniers jours de ma mère ont été tranquilles. Et tu es fière en songeant à ce que tu as fait pour tes frères. Il me semble que j'ai le droit de l'être. C'est bien ce qu'il me semble. Eh bien, je vais te raconter quelque chose. Moi aussi, j'ai un sujet de joie et d'orgueil. Je n'en doute pas, mais comment l'entends-tu? Le plus bas, pense donc, si Thorvald nous entendait, pour rien au monde, je ne voudrais qu'il... Écoute, Christine, personne au monde, personne excepté toi ne doit savoir. Qu'est-ce donc? Bien plus près. Écoute. Moi aussi, je puis être fière et heureuse. C'est moi qui ai sauvé la vie de Thorvald. Sauver? Comment sauver? Je t'ai parlé de ce voyage en Italie. Thorvald n'aurait pas vécu s'il n'avait pas pu aller dans le Midi. Oui. Eh bien, c'est ton père qui vous a donné l'argent nécessaire. Oui, c'est ce que croit Thorvald et tout le monde, mais... Papa ne nous a pas donné un centime. C'est moi qui ai procuré l'argent. Toi? Une si grande somme? 1200 écus, 4800 couronnes. Qu'en dis-tu? Mais Nora, comment as-tu fait cela? Avais-tu gagné la loterie? À la loterie? Mais quel mérite y aurait-il en cela? Dans ce cas, où les as-tu pris? Et tralala. Tu n'aurais jamais pu les emprunter. Pourquoi cela? Parce qu'une femme mariée ne peut pas emprunter sans le consentement de son mari. Oh, lorsqu'il s'agit d'une femme un peu pratique, une femme qui sait s'y prendre adroitement. Oh, Nora, je n'y suis pas du tout. Tu n'as pas besoin de comprendre. Il n'est pas dit que j'ai emprunté cet argent. J'ai pu me l'avoir procuré d'une autre façon. J'ai pu l'avoir reçu d'un adorateur, avec mes attraits, quoi. Oh, folle que tu es. Avoue que tu es terriblement curieuse. Dis-moi, Nora, n'as-tu pas agi à l'étourdie? Mais c'est une étourderie que de sauver la vie de son mari. Non, mais ce que je pense être une étourderie, c'est qu'à son insu... Mais ne comprends-tu donc pas? Il ne devait pas savoir. Il ne devait pas connaître la gravité de son état. C'est à moi que les médecins sont venus dire que sa vie était en danger. Que seul un voyage dans le Midi pouvait le sauver. Crois-tu que je n'ai pas essayé de ruser? Je lui disais combien je serais heureuse d'aller voyager à l'étranger, comme les autres jeunes femmes. Je pleurais, je suppliais, je lui disais combien je serais heureuse s'il songeait à la position dans laquelle je me trouvais. Enfin, je lui donnais à entendre qu'il pourrait bien contracter un emprunt. Mais alors, Christine, il fut tout près de son portrait, il me dit que j'étais une étourdie et que c'était son devoir de mari de ne pas céder à mes fantaisies et mes caprices. Bon, pensais-je, on le sauvera tout de suite. C'est alors que je trouvai un expédient. Et ton mari n'a pas appris par ton père que l'argent ne venait pas de lui? Jamais. Papa est mort quelques jours après. J'avais pensé tout lui révéler en lui demandant de ne pas me trahir. Mais hélas, il allait si mal, je n'ai pas eu cette démarche à faire. Et depuis, tu ne t'en es jamais confessé à ton mari? Oh non, bon, Thorvald, si sévère sur ce point. Et puis lui, avec son amour propre d'homme, comme ça lui serait pénible. Quelle humiliation que d'apprendre qu'il me devait quelque chose. Cela aurait dérangé tous nos rapports. Notre doux intérieur, si heureux, ne serait plus ce qu'il est. Et tu ne lui en parleras jamais. Oh si, peut-être, avec le temps, après de longues années. Oh, tu peux me croire, cette affaire m'a causé bien du souci.
facile en vérité de m'exécuter à date fixe. Je vais te dire, il y a dans les affaires une chose que l'on appelle le trimestre et une autre l'amortissement. Et tout ceci est terriblement difficile à arranger. J'ai dû économiser sur tout. Sur le ménage, je ne pouvais renier que peu de choses. Il fallait que Thorvald vécût commodément. Les enfants aussi devaient être bien habillés. Tout ce que je recevais pour eux me semblait leur revenir, ces chers petits anges. C'est donc sur tes dépenses personnelles que tu as dû prélever tout cela, ma pauvre Nora. Naturellement. D'ailleurs, ce ne fut que justice. Chaque fois que Thorvald me donnait de l'argent pour ma toilette, je ne dépensais que la moitié. J'achetais toujours ce qu'il y avait de moins cher. Oh, mais parfois cela me paraît dur. C'est si doux d'être élégante, n'est-il pas vrai? Je crois bien. J'ai encore d'autres revenus. L'hiver dernier, j'ai eu la chance de trouver beaucoup de travaux de copie. Alors je m'enfermais et j'écrivais bien avant dans la nuit. Oh, mais parfois j'étais fatiguée. Pourtant, je trouvais cela bien amusant de travailler pour gagner de l'argent. Il me semblait presque que j'étais un homme. Et combien as-tu payé de la sorte? Oh, je ne pourrais te dire exactement. Tout ce que je sais, c'est que j'ai payé tout ce que j'ai pu. Oh, mais parfois, je ne savais plus où donner de la tête. Alors, je m'imaginais qu'un vieux monsieur très riche était tombé amoureux de moi. Quoi? Quel monsieur? Oh, des bêtises! Qu'il mourait et qu'en ouvrant son testament, on voyait écrit en grosses lettres: tout mon argent revient à la charmante Madame Nora Elmer et lui sera versé sur le champ. Mais Nora, quel est ce monsieur? Oh, mais il n'existe pas. Oh, Christine, quel charme que vous pensez. Tranquille, pouvoir être tranquille, tout à fait tranquille. Jouer avec les enfants avec goût. Arranger sa maison comme Thorvald aime la voir. Puis viendra le printemps, peut-être pourrons-nous voir la mer. Voyager. Oh, que je me sens heureuse et le cœur à l'aise. On sonne. Oh. Je dois partir peut-être. Non, reste, il ne viendra personne. C'est probablement pour Thorvald. C'est moi, madame. Vous? Qu'y a-t-il? Que voulez-vous dire à mon mari? C'est au sujet de la banque. J'ai là un petit emploi et j'entends dire que votre mari va devenir notre chef. C'est vrai. Rien que d'ennuyeuses affaires, madame. Pas autre chose. Donnez-vous alors la peine d'entrer dans son bureau. Nora, qui est cet homme? C'est l'avocat Krostadt. Ah si, c'était lui. Tu le connais? Oui. Nous nous sommes connus autrefois. Il a été procureur chez nous pendant quelques temps. Ah, c'est juste. Comme il est changé. Il a été, je crois, très malheureux en ménage. Il est veuf maintenant, n'est-ce pas? Oh oui, avec un tas d'enfants. On dit qu'il s'occupe de toutes sortes d'affaires. Vraiment, c'est possible? Je n'en sais rien. Mais ne parlons pas d'affaires, c'est si ennuyeux. Non, non, je ne veux pas te déranger. J'entrerai plutôt un instant chez ta femme. Oh, pardon. Je dérange également ici. Pas le moins du monde. Le docteur Rank, Madame Lind. C'est dans cette maison. Je crois vous avoir dépassé sur l'escalier en venant. Oui, je monte difficilement les escaliers. Ah, un peu usé à ce que je vois. Ou plutôt surmené. Pas autre chose. Alors vous êtes sans doute venu en ville pour vous reposer en courant les fêtes? Je suis venue en ville pour chercher de l'ouvrage. Serait-ce un remède efficace contre le surmenage? Il faut bien vivre, docteur. Oui, c'est une opinion générale. On trouve cela nécessaire. Au docteur, je suis sûre que vous-même, vous tenez beaucoup à vivre. Bien sûr que j'y tiens. Misérable comme je suis, je tiens absolument à souffrir aussi longtemps que possible. Tous mes patients ont le même désir, et c'est aussi la vie de ceux qui ont le moral attaqué. Juste en ce moment, je viens de laisser l'un d'eux chez Elmer, un homme en traitement. Il y a des hôpitaux pour ces gens-là. Ah, Que voulez-vous dire? Je veux parler de l'avocat Krostadt.
Un homme que vous ne connaissez pas. Il est pourri jusqu'aux os. Eh bien, lui aussi proclame de la plus haute importance qu'il lui faut vivre. Vraiment? De quoi parlait-il? Avec Elmer? Je ne sais vraiment pas. Je crois que cela se rapportait à la banque. Ah, je ne savais pas que ce monsieur Krogstad avait affaire avec la banque. Si fait, on lui a trouvé une sorte d'emploi. Je ne sais si chez vous aussi il existe cette espèce d'homme qui s'évertue à dénicher de la pourriture morale. Puis, sitôt l'individu malade trouvé, il l'installe en observation, lui procurant telle ou telle bonne place. Les bien portants n'ont qu'à rester dehors. Il faut bien avouer que ce sont surtout les malades qui ont besoin d'être soignés. Voilà, c'est une façon de voir qui vous transforme la société en hôpital. Et pourquoi riez-vous? Savez-vous seulement ce que c'est que la société? Oh, est-ce que je me soucie de votre assommante société? Je riais d'autre chose. Une chose si drôle. Dites-moi, docteur, tous ceux qui ont des emplois dans la banque dépendront à l'avenir de Thorvald? Et c'est cela qui vous amuse tant? Oh, ne faites pas attention. C'est si amusant, si incroyable que Thorvald ait maintenant une telle influence sur tant de monde. Docteur, voulez-vous des pralines? Tiens, des pralines. Je croyais que c'était de la contrebande ici. Oh oui, mais celle-ci, Christine me les a données. Moi? Oh, ne t'effraie pas. Tu ne pouvais pas savoir que Thorvald me l'a défendu. Je vais te dire, il craint pour mes dents. Mais bah, une fois n'est pas coutume. N'est-ce pas, docteur? Tenez. Toi aussi, Christine? Quant à moi, j'en mangerai une petite, deux tout au plus. Ah, je me sens démesurément heureuse. Il n'y a qu'une chose dont j'ai encore une folle envie. Voyons, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est une chose dont j'ai une envie folle de dire devant Thorvald. Pourquoi ne la diriez-vous pas? Je n'ose pas, c'est trop laid. Laid? Dans ce cas, en effet, il vaut mieux s'en abstenir. Mais à nous, vous pourriez? Qu'avez-vous si follement envie de dire devant elle-même? Oh, j'ai une si folle envie de dire... Ça crame! Quelle folle vous êtes! Voyons, Nora. Vous pouvez le dire, le voici. Eh bien, cher Thorvald, tu as réussi à t'en débarrasser? Oui, il vient de partir. Puis-je te présenter? C'est Christine qui est venue en ville. Christine? Oui, Pardonnez-moi, je ne sais vraiment pas. Madame Linde. Voyons, Madame Christine Linde. Ah, très bien. Probablement une amie d'enfance de ma femme. Oui, nous nous sommes connus autrefois. Et vois-tu, elle a fait ce long voyage pour me parler. Comment cela? Pas uniquement. Et puis Christine est si adroite pour le travail de bureau, elle rêve d'être sous les ordres d'un homme supérieur et d'acquérir encore plus d'expérience. C'est fort raisonnable à vous, madame. Alors quand elle a appris que tu étais devenu directeur de la banque, une dépêche l'a annoncé. Elle s'est tout de suite mise en chemin. N'est-ce pas, Thorvald, pour me faire plaisir? Tu feras bien quelque chose pour Christine, dis. Ce n'est pas du tout impossible. Madame est probablement veuve. Oui, Mais vous avez l'habitude du travail de bureau? oh oui, assez. Alors il est fort probable que je pourrais vous procurer une place. Tu vois bien. Vous êtes venu au bon moment, madame. Mais comment vous remercier? Oh, n'en parlons pas. Mais aujourd'hui, il faudra m'excuser. Attends, je t'accompagne. Ne rentre pas trop tard, Thorvald. 1 heure, pas plus. Tu pars aussi, Christine? Oui. Je dois aller en ville pour chercher un logement. Oh, quel dommage que nous demeurions si à l'étroit. Il nous est vraiment pas possible. À quoi penses-tu, ma chère Nora? Au revoir et merci. Tu reviendras ce soir, hein, bien entendu. Vous aussi, docteur. Comment? Qu'est-ce à dire? Si vous allez bien? Emmitouflez-vous seulement. Nous pourrons faire un bout de chemin ensemble, madame. Mais ne restez donc pas dans le courant d'air.
Excusez-moi, Madame Elmer, Vous? Ici? Que voulez-vous? la porte d'entrée était entr'ouverte. Quelqu'un aura oublié de la fermer. Mon mari n'est pas à la maison, monsieur Krostadt. Je le sais. Alors, que voulez-vous? Vous dire un mot? Vous voulez me parler? Oui, je le veux. Aujourd'hui? Mais nous ne sommes pas encore au 1er du mois, monsieur Krostadt. Non, nous sommes à la veille de Noël. Il dépendra de vous que Noël vous apporte de la joie ou du chagrin. Et que désirez-vous? Aujourd'hui, cela m'est vraiment impossible. Jusqu'à nouvel ordre, nous ne parlerons pas de cela. C'est de toute autre chose qu'il s'agit. Vous pouvez m'accorder un instant? Oui, oui, bien que... Bien. J'étais assis au restaurant Holsel, et de là, j'ai vu passer votre mari. Ah, Avec une dame. eh bien... Puis-je vous poser une question? Cette dame était Madame Linde, n'est-ce pas? Oui, Elle vient d'arriver en ville. oui, aujourd'hui même. C'est une amie à vous? Oui, mais je ne saisis pas. Moi aussi. Je l'ai connue, autrefois. Je le sais. Vraiment? Vous êtes au courant? Ben, je le pensais bien. Permettez-moi alors de vous demander si Madame Linde va avoir une place à la banque? Comment osez-vous, monsieur Krostadt? Vous, qui êtes le subordonné de mon mari? Mais puisque vous me le demandez, eh bien, je vais vous le dire. Eh bien, oui, Madame Linde aura une place à la banque. Et ce sera grâce à moi, monsieur Krostadt. Maintenant, vous êtes au courant? Ainsi, j'avais deviné juste. Et on a un peu d'influence, je pense. Quoique femme, il n'est pas dit que... Quand on est dans une situation subalterne, monsieur Krostadt, il vaudrait mieux prendre garde à ne pas froisser quelqu'un qui... Qui a de l'influence? Justement. Madame Elmer, auriez-vous la bonté d'user de votre influence en ma faveur? Comment cela? Que signifie? Voudriez-vous avoir la bonté de faire en sorte que je garde ma modeste place à la banque? Et qui cherche à vous l'enlever? Oh, c'est inutile de jouer l'ignorante. Je comprends fort bien que votre ami n'aime pas à me rencontrer. Et je sais maintenant à qui je dois d'être chassé. Mais je vous assure. Enfin, en deux mots, il est encore temps. Et je vous conseille d'user de votre influence pour empêcher cela. Enfin, monsieur Krostadt, puisque je vous dis que je n'ai aucune influence... Comment cela? Mais il me semble que vous disiez tout à l'heure... Ce n'était évidemment pas dans ce sens. Comment pouvez-vous croire que j'ai un pareil pouvoir sur mon mari? Oh, mais je connais votre mari depuis que nous avons été étudiants ensemble. Et je ne crois pas, monsieur le directeur de la banque, plus ferme que d'autres hommes mariés. Si vous parlez avec dédain de mon mari, je vous mets à la porte. Oh, madame est courageuse. Je ne vous crains plus. Une fois le nouvel an passé, je ne tarderai pas à me libérer. Écoutez bien, madame. Si cela devient nécessaire, je combattrai pour garder mon petit emploi. Comme s'il s'agissait d'une affaire de vie ou de mort. En effet, cela en a tout l'air. Ce n'est pas seulement à cause du revenu. Là n'est pas l'important. Mais il y a autre chose. Enfin, je vais tout dire. Vous savez naturellement, comme tout le monde, que j'ai commis une imprudence. Il y a de cela bon nombre d'années. Je crois en avoir entendu parler. L'affaire n'est pas venue en justice, mais à l'instant tous les chemins me furent fermés. Je débutais alors dans les sortes d'affaires que vous savez. Il fallait bien trouver quelque chose. J'ose dire que je n'ai pas été plus mauvais que d'autres. Maintenant, je veux sortir de là. Mes fils grandissent. À cause d'eux, je dois recouvrer autant de considération que possible. Ce poste à la banque était pour moi le premier échelon. Et voici que votre mari veut m'en faire descendre et tomber de nouveau dans la boue.
Krogstad, puisque je vous dis qu'il n'est pas en mon pouvoir de vous venir en aide. C'est la volonté qui vous manque. Mais j'ai des moyens pour vous forcer à agir. Vous n'allez pas raconter à mon mari que je vous dois de l'argent? Et si je le faisais? Ce serait honteux de votre part. Ce secret, qui est ma joie et ma fierté, il l'apprendrait d'une si vilaine manière. Par vous, vous m'exposeriez au plus grand désagrément, monsieur Krogstad. Vous n'auriez que des désagréments. Ou faites-le plutôt. Mon mari verra alors quelle sorte d'homme vous êtes. Et vous serez bien sûr de perdre votre place. Je viens de vous demander si ce ne sont que des désagréments de ménage que vous craignez. Si mon mari apprend la chose, il vaudra naturellement payer sur le champ. Et nous serons bien débarrassés de vous. Madame Elmer, ou vous n'avez pas de mémoire, ou aussi vous ne connaissez guère les affaires. Il faut que je vous mette un peu au courant. Comment cela? À l'époque de la maladie de votre mari, vous êtes venu chez moi pour emprunter 1200 écus. Je ne connaissais personne d'autre. Je promis de vous procurer la somme. Et vous l'avez procuré. Je promis de vous procurer la somme à certaines conditions. Mais vous étiez alors si préoccupé de la maladie de votre mari et si pressé d'avoir l'argent du voyage que je crois que vous ne fîtes guère attention aux détails. Voilà pourquoi je crois qu'il n'est pas de trop de vous les rappeler. Eh bien, je promis de vous procurer la somme en échange d'un reçu que j'écrivis. Oui, et que je signais. Bien. Mais plus bas, j'ajoutais quelques lignes par lesquelles votre père devait donner sa garantie. Ces lignes, il devait les signer. Il devait, dites-vous? Il l'a fait? J'avais mis la date en blanc. Cela voulait dire que votre père devait indiquer lui-même la date de la signature. Vous vous souvenez de cela? Oui, je crois, en effet. Là-dessus, je vous ai remis le papier que vous deviez envoyer par la poste à votre père. C'est bien ainsi que cela s'est passé, n'est-ce pas? Oui. Et bien entendu, vous l'avez fait tout de suite. Car 5 à 6 jours s'étaient à peine écoulés que vous me rapportiez la quittance avec la signature de votre père. Et alors, la somme vous a été remise. Eh bien oui, n'ai-je pas fait mes paiements avec exactitude? À peu près. Mais, pour revenir à ce que nous disions tantôt, c'était là sans doute des temps difficiles pour vous, madame. C'est vrai. Votre père était très malade, je crois. Il était mourant. Il est mort peu après. Oui. Dites-moi, madame Elmer, vous souviendriez-vous par hasard de la date de la mort de votre père? Je veux dire du 20e du mois. Papa est mort le 29 septembre. C'est exact. Je m'en suis informé. Voilà pourquoi je ne m'explique pas certaines particularités. Quelle particularité? Je ne sais pas. Ce qu'il y a de particulier, madame Elmer, c'est que votre père a signé le reçu 3 jours après sa mort. Pouvez-vous m'expliquer cela? Il est évident aussi que les mots de octobre et l'année ne sont pas de l'écriture de votre père, mais d'une écriture que je crois reconnaître. Enfin, cela peut s'expliquer. Votre père aura oublié de dater la signature et quelqu'un l'aura fait au hasard avant d'avoir appris sa mort. Il n'y a pas grand mal à cela. La chose essentielle, c'est la signature elle-même. Elle est bien authentique, n'est-ce pas, madame Elmer? C'est bien votre père qui a mis son nom là. Eh bien non, c'est moi qui ai écrit le nom de papa. Savez-vous bien, madame, que c'est là une confession dangereuse? Pourquoi cela? Sous peu, vous aurez votre argent. Une question, je vous prie. Pourquoi n'avez-vous pas envoyé le papier à votre père? C'était impossible. Papa était si malade. Si j'avais dû lui demander sa signature, j'aurais dû lui révéler à quoi l'argent était destiné. Mais je ne pouvais pas, dans l'état où il se trouvait, lui dire que la vie de mon mari était en danger. C'était impossible. Il aurait mieux valu, en ce cas, renoncer à ce voyage. Impossible. Il devait sauver la vie de mon mari. Je ne pouvais pas y renoncer.
Ne vous êtes-vous pas dit que vous commettiez une supercherie à mon égard? Je ne pouvais pas prendre ceci en considération. Je me souciais bien peu de vous. Je ne pouvais pas vous souffrir à cause de toutes les froides raisons que vous me donniez, bien que vous sussiez que la vie de mon mari était en danger. Madame Elmer, évidemment, vous n'avez pas une idée bien nette de ce dont vous vous êtes rendu coupable. Ce que je puis seulement vous affirmer, c'est que l'acte qui a causé la perte de toute ma situation sociale n'était pas plus criminel que celui-là. Vous, voudriez-vous me faire croire que vous auriez fait quelque chose de courageux pour sauver la vie de votre femme? Les lois ne se préoccupent pas des motifs. En ce cas, ce sont de fort mauvaises lois. Mauvaises ou non, si je montre ce papier à la justice, c'est d'après elle que vous serez jugé. Je n'en crois rien. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner des inquiétudes et des angoisses à un vieux père mourant, ou de sauver la vie de son mari. Je ne connais peut-être pas à fond les lois, monsieur Krostadt, mais je suis sûre qu'il doit être écrit quelque part que des choses pareilles sont possibles. Et vous n'en savez rien. Vous, qui êtes avocat, vous me paraissez fort peu habile comme homme de loi, monsieur Krostadt. C'est possible, mais pour des affaires comme celles que nous traitons ensemble, vous admettez, n'est-ce pas, que je m'y entende? Bien. Faites maintenant comme il vous plaira. Ce que je puis vous affirmer, c'est que si je suis chassé une seconde fois, vous me tiendrez compagnie. Bah, il voulait m'effrayer. Mais je ne suis pas si sotte. Non, non, c'est impossible. Puisque je l'ai fait par amour. Oui. Est-il venu quelqu'un? Ici? Non. C'est extraordinaire. J'ai vu Krostadt sortir de la maison. Ah, c'est juste. Krostadt est venu un instant. Je le vois à ta figure. Il est venu pour te prier de parler en sa faveur. Oui. Et tu devais le faire comme venant de toi. Tu devais me cacher qu'il était venu. Ne t'a-t-il pas demandé cela? Oui, Thorvald, mais... Nora, Nora. Et tu as pu agir ainsi. Engager une conversation avec un pareil homme et lui faire une promesse. Par-dessus le marché, tu m'as fait un mensonge. Un mensonge? Ne m'as-tu pas dit que personne n'était venu? C'est ce que mon petit oiseau chanteur ne doit plus jamais faire. Un petit oiseau chanteur doit avoir le bec pur. Pouvoir gazouiller juste. Jamais de fausses notes. N'est-il pas vrai? Oui, je le savais bien. Comme il fait bon et doux ici. Thorvald? Oui. Je me réjouis énormément d'aller après-demain au bal costumé d'Estenborg. Et moi, je suis excessivement curieux de la surprise que tu nous prépares. Oh, que c'est bête. Quoi? Je ne puis pas trouver de costume qui vaille. Tout est absurde et insignifiant. Tiens, tiens. La petite Nora trouve cela maintenant? Es-tu pressé? Oh, Quels sont ces documents? des affaires de banque. Déjà? Je me suis fait délivrer par les directeurs sortants un plein pouvoir pour entreprendre les changements nécessaires dans le personnel et dans l'organisation des bureaux. Je vais employer la semaine de Noël à cet ouvrage. Je veux que tout soit en place au Nouvel An. Ah, c'est donc pour cela que ce pauvre Krostadt... Hein? Ah, si tu n'étais pas si pressé, Thorvald, je t'aurais demandé un immense service.
Voyons, qu'est-ce que c'est? Je ne connais personne qui ait autant de goût que toi. Et j'aimerais tellement être à mon avantage à ce bal costumé. Dis-moi, ne voudrais-tu pas t'occuper de moi et décider de mon costume? Ah, la petite entêtée appelle au secours. Tu sais bien que je ne puis rien décider sans toi. Bien, bien. On réfléchira et on trouvera quelque chose. Comme c'est gentil à toi. Comme ces fleurs font de l'effet. Mais dis-moi, est-ce vraiment si important ce qu'a fait Krochtat? Il a fait des faux. Comprends-tu ce que cela veut dire? N'a-t-il pas pu être poussé par la misère? Oui. On agit par légèreté comme tant d'autres. Je ne suis pas assez cruel pour condamner sans pitié un homme sur un seul fait de ce genre. Non, n'est-ce pas, Thorvald? Plus d'un peut se relever moralement, à condition de confesser son crime et de subir sa peine. Sa peine? Et ce chemin-là, Krochtat ne l'a pas choisi. Il a cherché à se tirer d'affaire avec de l'adresse et des expédients. C'est pour cela que je l'appelle un homme moralement perdu. Tu crois que... Pense seulement. Un être pareil, avec la conscience de son crime, doit mentir et dissimuler sans cesse. Il est forcé de porter un masque même dans sa propre famille. Oui, devant sa femme et ses enfants. Et quand on songe aux enfants, c'est épouvantable. Pourquoi? Parce qu'une pareille atmosphère de mensonge entraîne des principes malsains et une contagion certaine dans toute vie de famille. Chaque fois que les enfants respirent, ils absorbent des germes de mal. Tu en es sûr? Mais oui, j'ai eu souvent l'occasion de le constater comme avocat. Presque tous les gens dépravés de bonheur ont eu des mères menteuses. Pourquoi justement des mères? Cela provient le plus fréquemment des mères. Mais le père agit naturellement dans le même sens. Tous les avocats le savent bien. Malgré cela, Krochtat, pendant des années, a empoisonné ses propres enfants de son atmosphère de mensonge et de dissimulation. Voilà pourquoi je l'appelle un homme moralement perdu. Et voilà pourquoi, ma gentille Nora, te me promettre de ne plus parler en sa faveur. Donne-moi ta parole. Eh bien, qu'y a-t-il? Tends-moi la main. C'est décidé. Je t'assure qu'il me serait impossible de travailler avec lui. Je ressens littéralement un malaise physique auprès de gens pareils. Comme il fait lourd ici. Et moi, qu'est tant à faire? Il faut que je parcours une partie de ceci avant le dîner. Et puis, je m'occuperai de ton costume. Peut-être moi aussi ai-je préparé quelque chose à suspendre à l'arbre dans du papier doré. Oh, mon cher petit oiseau chanteur. Oh non? Cela n'est pas. C'est impossible. Il faut que ce soit impossible. Dépraver mes enfants. Empoisonner la maison. Ce n'est pas vrai. C'est faux. Aussi vrai que j'existe.
compris que tu étais venue me demander. Je passais justement devant chez toi. Je voulais te prier de m'aider. Asseyons-nous. Voilà de quoi il s'agit. Il y aura demain un bal costumé au-dessus de nous chez le consul Stenborg. Tiens, tu vas donner toute une représentation? Oui, Thorvald le veut. Voici le costume. Il l'a fait faire à Venise. Mais il est maintenant si abîmé que je ne sais vraiment pas. Oh, il n'y a que la garniture qui soit détachée en quelque endroit. Nous aurons vite arrangé cela. Comme c'est gentil à toi. Aide-moi. Ainsi, tu vas donner toute une représentation demain, Nora. Sais-tu? Je viendrai un instant pour te voir. Tiens, j'ai tout à fait oublié de te remercier pour l'excellente soirée d'hier. Oh, il me semble qu'hier, on n'était pas aussi bien chez nous que d'habitude. Tu aurais dû venir un peu plus tôt en ville, Christine. C'est vrai que Thorvald a le grand talent de rendre la maison gentille et agréable. Toi aussi, il me semble. Tu es bien la fille de ton père. Dis-moi, le docteur Hank a-t-il l'air toujours aussi abattu qu'hier? Oh non, hier, c'était plus évident que de coutume. Vois-tu, le malheureux est atteint d'une terrible maladie. Il souffre de la moelle épinière. Son père était un dégoûtant personnage. Il entretenait des maîtresses. Il y aurait encore autre chose à dire. Nora, qui est-ce qui te raconte de pareilles histoires? Quand on a eu 3 enfants, on reçoit la visite de certaines dames qui sont à demi médecins et qui vous racontent bien les choses. Dis-moi, le docteur Hank vient-il ici tous les jours? Oui, tous les jours. C'est le meilleur ami de jeunesse d'Elbert et c'est mon ami aussi. Il est pour ainsi dire de la maison. Est-il un homme tout à fait sincère? Je veux dire, est-ce qu'il n'aime pas faire des compliments? C'est tout le contraire, d'où te vient cette idée? Quand tu me l'as présenté hier, il m'assurait avoir souvent entendu mon nom ici. Plus tard, j'ai remarqué que ton mari n'avait aucune idée de moi. Tu as raison, Christine. Thorvald a une grande adoration pour moi. Il veut que je sois à lui tout seul, comme il dit. Dans les premiers temps de notre mariage, rien que de m'entendre nommer un des êtres chers qui m'entourait jadis, le rendait jaloux. Naturellement, par la suite, je m'en suis abstenue. Mais avec le docteur Hank, j'en parle souvent. Vois-tu, ça l'amuse de m'écouter. Écoute, Nora, sous plus d'un rapport, tu es une enfant. Moi, je suis plus âgée que toi et j'ai un peu plus d'expérience. Je vais te donner un conseil au sujet du docteur Hank. Il faudrait tâcher de mettre une fin à tout cela. Mettre fin à quoi? À bien des choses. Tu m'as parlé hier d'un riche adorateur qui devait te procurer de l'argent. Oui, mais il n'existe pas, malheureusement, et puis... Le docteur Hank est-il riche? Oui, il a de la fortune. Et pas de famille? Non, personne. Et il vient ici tous les jours? Tu le sais bien. Comment un homme comme il faut peut-il être aussi indélicat? Je ne te comprends pas du tout. Ne joue pas la comédie, Nora. Crois-tu que je n'ai pas deviné à qui tu as emprunté les 1200 écus? Mais as-tu entièrement perdu la tête? Un ami qui vient ici tous les jours. Mais quelle torturante situation ce serait? Ah si, ce n'est vraiment pas lui. Eh bien non. Non, cette idée ne m'est pas venue un seul instant. Du reste, il n'avait pas d'argent à prêter à cette époque. Ce n'est que plus tard qu'il a hérité. Oh, crois-moi, Nora, cela a été un grand bonheur pour toi. Non, l'idée ne me viendrait pas de demander au docteur Hank. D'ailleurs, je suis bien sûre que si je lui demandais... Mais naturellement, tu ne le feras pas. Oh non, naturellement, je n'en prévois pas la nécessité. Mais je suis sûre que si je parlais au docteur Hank... À l'insu de ton mari? Il faut que je sorte de cette affaire. Elle aussi s'est faite à son insu. Il faut que cela finisse. Je te le disais hier, mais... Vois-tu, Christine, un homme peut plus facilement se débrouiller qu'une femme dans ces sortes d'affaires. Si tu parles du mari, oui. Oh, des bêtises. Dis-moi, Christine, quand on a tout payé, on vous rend votre quittance, n'est-ce pas? Naturellement. Et on peut la brûler, la déchirer en 1000 morceaux, le sale, le dégoûtant papier. Nora, tu me caches quelque chose? Tu vois cela à ma figure?
s'est passé quelque chose depuis hier matin. Nora, dis-moi ce que c'est. Christine, c'est Thorvald. Passe dans la chambre des enfants. Il ne peut pas souffrir de voir coudre. C'est bien. Mais je ne partirai pas avant que tu ne m'aies franchement parlé de tout. Oh, avec quelle impatience je t'ai attendu, cher Thorvald. Était-ce la couturière? Non, c'est Christine. Elle m'aide à arranger mon costume. Tu verras comme je fais de l'effet. Oui, j'ai eu là une brillante idée. Oh, une idée superbe. Moi aussi, je suis gentille de te complaire. Gentil de complaire à ton mari. Allons, allons, petite folle, je sais bien que ce n'est pas faire du poulet, mais je ne veux pas te déranger. Tu dois essayer, je pense. Et toi, tu vas travailler cette nuit? Oui, tu vois, je suis allée à la banque. Thorvald, Oui. si tu n'étais pas si pressé, je t'aurais demandé une chose. Quoi? L'alouette gazouillerait sur tous les tons. D'abord, on veut savoir de quoi il s'agit. Si tu voulais être gentil et docile, l'écureuil gambaderait et ferait toutes sortes de drôleries. Divy, L'alouette gazouillerait sur tous les tons. l'alouette ne fait que cela. Je danserais pour toi comme les elfes en clair de lune. Noah, il ne s'agit pourtant pas de ce dont tu as parlé ce matin. Oh si, Thorvald, je t'en prie. Et tu as le courage d'en parler une seconde fois. Il faut consentir. Il faut que Krochstad garde sa place à la banque. Ma chère Nora, j'ai destiné cette place à Madame Lynn. C'est bien gentil à toi. Tu n'as qu'à renvoyer un autre commis au lieu de Krochstad. Oh, ceci est un entêtement qui dépasse les bornes. Parce qu'hier, tu as donné une promesse irréfléchie, tu voudrais que... Ce n'est pas pour cela. C'est pour toi. Tu m'as dit toi-même que cet homme écrit dans les plus mauvais journaux. Il m'inspire un si mortel effroi. Il te ferait tant de mal. Oh, je comprends. Ce sont des souvenirs d'autrefois qui te reviennent et t'effraient. C'est justement parce que tu parles en sa faveur qu'il m'est impossible de le garder. On sait déjà à la banque que je dois congédier Krochstad. Et Si on apprenait maintenant que la femme du nouveau directeur l'a fait changer d'avis... eh bien, Non, peu importe, naturellement. Pourvu que tu aies fait triompher ta petite volonté, tu crois vraiment que j'irai me rendre ridicule aux yeux de tout le personnel? Tu peux être sûr que les effets se feraient vite ressentir. Et puis, il y a encore une chose qui rend Krochstad impossible à la banque, tant que j'en serai le directeur. qu'est-ce que c'est? Pour cette art morale, à la rigueur, j'aurais pu avoir de l'indulgence. N'est-ce pas, Thorvald? Mais surtout, comme on me dit que c'est un bon employé. Et c'est une vieille connaissance à moi. Une de ces connaissances de jeunesse faites à la légère, qui vous gênent si souvent plus tard dans l'existence. Pour tout dire, nous nous tutoyons. Et cet individu est tellement dépourvu de tact qu'il ne s'en cache pas le moins du monde en présence d'autres personnes. Au contraire, je crois que cela lui donne le droit d'employer avec moi un ton familier. Et à chaque instant, ce sont des tu, des toi, Elmer. Je te jure que cela m'est désagréable au plus haut point. Il me rendrait ma situation à la banque intolérable. Thorvald, tu ne penses pas un mot de ce que tu dis? Si fait, pourquoi ne le ferais-je pas? Parce que ce sera un motif mesquin. Que dis-tu là? Mesquin? Tu me trouves mesquin? Non, c'est bien le contraire, cher Thorvald, voilà pourquoi. C'est égal. Tu dis que mes motifs sont mesquins? En ce cas, je le suis moi-même. Mesquin? Vraiment? Il est temps que tout ceci finisse. Thorvald, que vas-tu faire? Prendre une décision.
Voilà, Madame l'opiniâtre. La lettre est expédiée. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Le congé de Krostadt. Oh, reprends-la, Thorvald, je t'en prie. Fais cela pour moi, pour toi-même, pour les enfants. Fais cela. Tu ne sais pas ce qui en résultera pour nous tous. Trop tard. Oui, trop tard. Chère Nora, je te pardonne cette angoisse. Quoiqu'au fond, ce soit une injure pour moi. Oui, c'en est une. N'est-ce pas une injure de croire que je pourrais avoir peur de la vengeance d'un avocassier perdu? Mais je te le pardonne quand même, car cela témoigne du grand amour que tu me portes. Il le faut, ma Nora adorée. Advienne que pourra. Dans les moments graves, tu verras que j'ai de la force et de la volonté, et que je prends tout sur moi. Que veux-tu dire? Tout, te dis-je. Jamais, jamais tu ne feras cela. Bien. Alors nous partagerons, comme mari et femme. C'est ainsi que cela doit être. Es-tu contente maintenant? Allons, allons. Pas de ces regards de colombe effarouchés. Tout cela, ce ne sont que de pures fantaisies. Tu devrais maintenant t'exercer à la tarentelle. Tu pourras faire tout le bruit que tu voudras. Je m'enfermerai dans mon bureau, d'où je n'entendrai rien. Et quand Rank viendra, tu lui diras où je suis. Il serait capable de le faire. Il le fera malgré tout. Oh non. Jamais cela. Plutôt tout au monde. De secours. Un moyen. Le docteur Rank. Plutôt tout au monde. N'importe quoi. Bonjour, docteur. Je vous ai reconnu à votre manière de sonner. Il ne faut pas entrer chez Thorvald maintenant. Je crois qu'il est occupé. Et vous? Oh, moi? Vous savez bien, pour vous, j'ai toujours un moment. Merci. J'en profiterai aussi longtemps que je le pourrai. Aussi longtemps que vous le pourrez? Que voulez-vous dire? Oui, cela vous effraie? L'expression est étrange. Quelque chose doit donc arriver. Ce que j'avais depuis longtemps prévu, mais je ne pensais pas que cela viendrait si tôt. Qu'est-ce que c'est? Que vous a-t-on dit, docteur? Vous allez me l'apprendre. Je suis au bas de la côte. Il n'y a rien à faire. Il s'agit de vous. Et de qui donc? À quoi bon me mentir à moi-même? Je suis le plus misérable de tous mes patients, Madame Elmer. Ces jours-ci, j'ai entamé l'examen général de mon état. C'est la banqueroute. Avant un mois peut-être, je pourrirai au cimetière. Fille, comme c'est laid de parler ainsi. C'est que la chose elle-même est diablement laide. Le pire, c'est pourtant toutes les horreurs qui vont précéder. Il ne me reste plus qu'un seul examen. Quand je l'aurai fait, je saurai à peu près quand le dénouement commencera. Il y a une chose que je désire vous dire. Elmer, dans sa fine nature, a une aversion si profonde pour tout ce qui est laid. Je ne veux pas de lui à mon chevet. Oh, mais docteur! Je n'en veux pas, sous aucun prétexte. Je lui fermerai la porte. Sitôt que j'aurai la certitude de la catastrophe, je vous enverrai ma carte de visite marquée d'une croix noire. Vous saurez alors que c'est l'abomination de la désolation qui a commencé. Oh, mais docteur, ce soir, vous êtes par trop extravagant. Et moi,
qui aurait tant désiré que vous fussiez de très bonne humeur. Avec la mort dans les yeux et payé pour autrui. Est-ce de la justice cela? Et dire qu'il existe dans chaque famille une liquidation de ce genre. Chut, soyons gais. Soyons gais. En effet, cela prête à rire. Mon épine dorsale, la pauvre innocente, doit payer à cause de la joyeuse vie qu'a menée mon père quand il était lieutenant. Ah oui, il aimait trop les asperges et les pâtés de foie gras, n'est-ce pas? Oui, et les truffes. Oh, les truffes et les huîtres aussi. Et les huîtres, cela s'entend. Et tout ceci arrosé de flots, de portos et de champagne. Il est fâcheux que toutes ces bonnes choses attaquent l'épine dorsale. Surtout quand elle s'attaque à une malheureuse épine dorsale qui n'en a jamais joui. Ah oui, voilà le plus triste de l'affaire. Docteur, pourquoi avez-vous souri? C'est vous qui avez souri. Oh non, je vous assure que c'est vous. Vous êtes plus railleuse que je ne le pensais. Oh, je suis si disposée à dire des folies aujourd'hui. On le voit bien. Docteur, vous n'allez pas mourir et nous quitter, Thorvald et moi. Bon, c'est un chagrin passager dont vous serez vite consolé. Ceux qui s'en vont sont si vite oubliés. Vous croyez? On se crée de nouvelles relations et alors... Qui se crée de nouvelles relations? Mais vous et le maire. Vous le ferez tous les deux quand je serai parti. Quant à vous, vous avez déjà commencé, il me semble. Qu'avait-elle à faire ici hier soir, cette Madame Linde? Mais enfin, vous n'allez pas être jaloux de cette pauvre Christine? Si je le suis, elle me succédera dans cette maison. Quand mon échéance sera venue, cette personne... Chut, pas si fort, elle est à côté. Ah, aujourd'hui aussi, vous voyez bien. Juste pour arranger mon costume. Mon Dieu, docteur, comme vous êtes absurde. Il faut être un peu raisonnable. Demain, vous verrez comme je danserai gentiment. Et vous pourrez vous dire que je ne le fais que pour vous. Et pour Thorvald aussi. Cela va sans dire. Venez que je vous montre quelque chose. Quoi donc? Voyez plutôt. Regardez. Des bas de soie. Couleur de chair, n'est-ce pas joli? Ce soir, il fait un peu sombre, mais demain... Oh non, 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 vous ne devez voir que la plante des pieds. Si, peut-être vous pouvez voir un peu plus haut. Pourquoi avez-vous cet air de doute? Vous ne croyez pas qu'ils m'iront? Et sur quoi baser mon opinion? Fille que vous êtes vilain. Voilà ce que vous méritez. Et quelle autre merveille y a-t-il encore à voir? Vous ne verrez plus rien. Parce que... vous n'êtes pas sage. Quand je suis là assis avec vous familièrement, je ne puis comprendre. Non, je ne comprends pas ce que je serais devenu si je n'étais jamais entré dans cette maison. Je crois que vous vous plaisez bien chez nous. Et devoir quitter tout cela, Niaiserie, vous ne nous quitterez pas. sans la moindre preuve de reconnaissance à laisser. Pas autre chose qu'un chagrin passager. Rien d'autre qu'une place libre qui pourrait être prise par le premier venu. Et si je vous demandais... Non, Et si vous me demandiez quoi? une grande preuve de votre affection. Oui, eh bien, Je peux dire un immense service. vous voudriez pour une fois me faire cette grande joie? Oui, mais vous ne savez même pas de quoi il s'agit. Mais voyons, dites. Oh, je ne puis pas, c'est si énorme. À la fois un conseil, un secours, un service. Mais tant mieux, je ne conçois pas ce que cela peut être. Mais parlez donc, n'ai-je pas votre confiance? Oh, vous l'avez comme personne. Vous êtes mon meilleur, mon plus fidèle ami. Je le sais bien.
fois, je vais tout vous dire. Docteur, il y a une chose qu'il faut m'aider à éviter. Vous savez combien Thorvald m'aime. Il n'hésiterait pas un instant à donner sa vie pour moi. Nora, croyez-vous donc qu'il soit le seul? Comment? Le seul qui donnera avec joie sa vie pour vous. Vraiment? Je me suis juré que vous le sauriez avant que je m'en aille. Je n'aurais jamais pu trouver une meilleure occasion. Oui, Nora. Maintenant, vous le savez. C'est vous dire aussi que vous pouvez vous confier à moi comme à personne. Laissez-moi passer. Oh, Nora. Ah, ceci est mal à vous, docteur. C'est mal de vous avoir aimé autant qu'il est possible. Non, mais de l'avoir dit, c'était de trop. Que voulez-vous dire? Que vous le saviez? Nora, Madame Elmer, je vous demande si vous le saviez. Comment pourrais-je vous le dire? Est-ce que je sais, moi? Il a droit, docteur. Tout allait si bien. Enfin, maintenant vous savez que je suis à votre disposition corps et âme. Voulez-vous parler? Après ce que vous venez de dire, Je vous en prie. Apprenez-moi ce que c'est. c'est fini. Vous ne saurez rien. Si, ne me punissez pas ainsi. Laissez-moi vous aider autant que c'est humainement possible. Vous ne pouvez plus rien pour moi. Du reste, je n'ai plus besoin de personne. Vous verrez que ce ne sont là que de pures fantaisies, pas autre chose, c'est évident. Vous êtes vraiment un gentil monsieur, docteur. Mais vous n'avez pas honte maintenant? À vrai dire, non. Mais il me faut peut-être partir pour toujours. Pas le moins du monde. Vous continuerez naturellement à venir comme avant. Vous savez bien que Thorvald ne peut pas se passer de vous. Oui, mais vous, Moi, tout me paraît si drôle dès que vous êtes là. c'est cela qui m'a induit en erreur. Vous êtes une énigme. Souvent, j'ai eu l'impression que vous aviez autant de plaisir à être auprès de moi que d'elle-même. Voyez-vous, docteur, dans la vie, il y a ceux qu'on aime et ceux avec qui on se plaît. Il y a du vrai là-dedans. Quand j'étais à la maison, j'aimais évidemment papa par-dessus tout. Mais je n'éprouvais pas plus de plaisir que de descendre en cachette dans la chambre des bonnes. Elle ne me faisait jamais la morale et se racontait toujours de si drôles d'histoires. Fort bien. C'est donc elle que j'ai remplacée. Mais non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Mais vous pouvez bien comprendre que c'est la même chose avec Thorvald qu'avec papa. Quelque chose d'ennuyeux? Oh, c'est mon nouveau costume. Comment cela? Et votre costume est là? Celui-là? Mais s'il y en a un autre, Thorvald ne doit rien savoir. Ah, c'est donc cela le grand secret. Allez vite le rejoindre. Il est dans la chambre du fond. Et surtout, ne lui dites rien. Soyez sans crainte. Il ne m'échappera pas. Parlez bas, mon mari est là. C'est possible. Que voulez-vous? Un renseignement. Qu'est-ce que c'est? Dites vite. Vous savez que j'ai reçu mon congé? Je n'ai pas pu l'empêcher. J'ai combattu votre cause jusqu'au bout, mais rien n'a aidé. Votre mari a-t-il si peu d'amour pour vous? Il sait ce qui peut arriver, et malgré cela, il ose. Comment pouvez-vous savoir qu'il le sache? Au fait, je ne l'ai jamais pensé. Cela n'aurait guère ressemblé à mon bon Thorvald Elmer de montrer tant de courage. Monsieur Krochtak, j'exige qu'on respecte mon mari. Je crois bien, on lui rend tout le respect qui lui est dû. Mais puisque madame met tant de soin à cacher cette affaire, je me permets de supposer que vous êtes mieux renseigné qu'hier sur la gravité de ce que vous avez fait. Mieux renseigné que je l'aurais été par vous-même? En effet, un si mauvais Et juriste. que voulez-vous? Rien. Voir seulement comment vous allez, madame. J'ai pensé à vous toute la journée. On a beau être un caissier, un avocassier, en un mot un individu comme moi, on n'en a pas moins quelque chose qui s'appelle du cœur, après tout. Prouvez-le à penser à mes enfants. Votre mari a-t-il pensé au mien? Mais peu importe. Je voulais seulement vous dire de ne pas prendre la chose au tragique. D'abord, je ne déposerai pas de plainte contre vous. Oh non, n'est-ce pas? J'en étais sûre.
On peut fort bien terminer cette affaire à l'amiable. Il n'est pas nécessaire que d'autres en soient informés. Cela peut rester entre nous trois. Mon mari ne doit jamais rien apprendre. Comment voulez-vous empêcher cela? Pouvez-vous payer le restant? Non, pas pour l'instant. Vous avez peut-être trouvé un moyen de vous procurer de l'argent ces jours-ci. Non, pas de moyens que je voudrais employer. Du reste, cela ne servirait à rien. Vous pourriez m'offrir n'importe quelle somme que je ne vous rendrai pas votre engagement. Mais alors expliquez-moi comment vous voulez vous en servir. Je veux simplement le garder, l'avoir en ma possession. Nul étranger n'en saura rien. Ainsi pour le cas où vous auriez songé à quelque résolution désespérée. J'y ai songé. Ou bien à tout quitter, à fuir. J'y ai songé. Ou à faire quelque chose de pis encore. Comment savez-vous cela? Abandonner ces idées. Comment pouvez-vous savoir que je les ai? Nous les avons presque tous au commencement. Je les ai eus, comme les autres. Mais ma foi, j'ai manqué de courage. Moi aussi. N'est-ce pas? Vous aussi, le cœur vous manque. Oui. Ce serait du reste une grande sottise. La première tempête conjugale une fois passée, là dans ma poche, j'ai une lettre pour votre mari. Vous lui dites tout? Avec des expressions aussi atténuées que possible. Déchirez-la, monsieur Krochtat. Mon mari ne doit pas voir cette lettre. Je trouverai de l'argent. Excusez-moi, madame, mais je crois vous avoir dit à l'instant... Je ne parle pas de l'argent que je vous dois. Dites-moi la somme que vous demandez à mon mari. Je vous la donnerai. Je ne demande pas d'argent à votre mari. Mais alors que voulez-vous? Je vais vous le dire. Je veux avancer, madame. Je veux parvenir. Et en cela, votre mari doit m'aider. Pendant 1 an et demi, je n'ai commis aucune malhonnêteté. Pendant tout ce temps, je me suis débattu dans les plus misérables difficultés. J'étais content de remonter pas à pas. Maintenant, je suis chassé et il ne me suffit plus d'être seulement repris par grâce. Je veux parvenir, vous dis-je. Je veux rentrer dans la banque dans de meilleures conditions qu'avant. Votre mari doit créer un poste pour moi. Jamais il ne fera cela. Il le fera. Je le connais. Il n'osera pas sourciller. Et une fois là, vous allez voir. Avant 1 an, je serai la main droite du directeur. Ce sera Niels Krochtat et non pas Thorvald Elmer qui dirigera la banque. Voilà une chose qui n'arrivera jamais. Vous voudriez peut-être. Maintenant, j'en ai le courage. Oh, vous ne m'effrayez pas. Une dame délicate et distinguée comme vous. Vous allez voir. Vous allez voir. Sous la glace, peut-être. Dans l'abîme humide, sombre et froid. Et au printemps reparaître à la surface, méconnaissable, défiguré, sans cheveux. Vous ne m'effrayez pas. Vous non plus. On ne fait pas de ces choses-là, Madame Elmer. Et puis à quoi bon? Je l'ai dans ma poche quand même. Quand je ne serai plus là? Vous oubliez que dans ce cas, votre mémoire même sera entre mes mains. Allons, vous voici prévenu. Pas de bêtises. Quand Elmer aura reçu ma lettre, j'attends son message. Et souvenez-vous bien que c'est votre mari qui m'a forcé à cette démarche. C'est ce que je ne lui pardonnerai jamais. Adieu, madame. Parti. Il ne lui fera pas parvenir cette lettre? Non. Non, c'est impossible. Comment? Qu'est-ce dire? Il s'est arrêté. Il réfléchit. Irait-il? Ah! La lettre! Elle est là! Elle est dans la boîte! Thorvald! Thorvald! Maintenant, nous sommes perdus. C'est tout ce que j'ai pu faire. Ne veux-tu pas essayer? Viens ici, Christine. Qu'as-tu?
toute bouleversée. Viens ici, tu vois la lettre, là, à travers la fente de la boîte? Oui, je vois bien. C'est une lettre de Krogstad. Nora, c'est Krogstad qui t'a prêté cet argent. Oui, et maintenant, Thorvald saura tout. Crois-moi, Nora, cela vaut beaucoup mieux pour vous deux. Mais tu ne sais pas tout. J'ai fait une fausse signature. Oh, grand Dieu, mais que dis-tu là? Oh, écoute, Christine, il faut que tu me serves de témoin. Témoin de quoi? Dis! Ah, si je devenais folle, et cela peut bien arriver, Nora! ou s'il y arrivait quelque chose et que je ne fusse pas Mais l'amour. Nora, Nora, tu es hors de toi! Ou s'il y a eu quelqu'un qui voulait prendre toute la faute sur lui, tu comprends? Oui, comment peux-tu croire? Dans ce cas, tu dois témoigner que c'est faux. Je ne suis pas hors de moi. J'ai tout mon bon sens et je te dis, personne ne l'a su. J'ai agi seule, tout à fait seule. Souviens-toi de cela. Bien, je m'en souviendrai. Je ne saisis pas encore. Oh, comment comprendrais-tu? Oh, c'est un prodige qui va s'opérer. Prodige? Oui, un prodige. Mais c'est si terrible. Oh, je ne veux pas que cela arrive. Je ne veux à aucun prix. Je vais aller tout de suite parler à Krogstad. Ne va pas chez lui. Il te ferait tant de mal. Il fut un temps où il aurait volontiers fait n'importe quoi pour me plaire. Lui? Où demeure-t-il? Qu'en sais-je? Si fait. Voici sa carte. Et la lettre. La lettre. Nora, Nora. Qu'y a-t-il, cher Thorvald? Voyons, n'aie donc pas peur. Pouvons-nous entrer? Tu essaies sans doute. Oh oui, j'essaie. Tu verras, je serai si jolie. Oh, il demeure tout près d'ici, au coin. À quoi bon? La lettre est dans la boîte. Nous sommes perdus. Ton mari a la clé? Toujours. Krogstad peut redemander sa lettre avant qu'elle ne soit lue. Il peut trouver un prétexte quelconque. Mais c'est justement l'heure où il a coutume. Amuse-le. Va chez lui. Je rentre aussitôt que possible. Thorvald? Bon, on peut enfin pénétrer chez soi. Viens, rentre, nous allons voir. Mais voyons, qu'est-ce à dire? Quoi, cher Thorvald? Oh, Franck m'avait préparé à toute une grande scène en costume. Je l'avais compris ainsi. Il faut croire que je me suis trompé. Oh, La paix. Maman. Certainement, personne ne me verra dans tout mon état que demain. Oh là là là. Oh là là là. Oh là 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 là. Mais ma chère Nora, que tu as l'air fatiguée. Oh là 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 là. Oh, aurais-tu répété la danse? Non, je n'ai pas encore essayé une seule fois. Il le faudrait bien pourtant. Oui, c'est indispensable, mais j'ai tout oublié. Je ne puis pas faire un pas sans toi. Oh, oh, oh. Allons, tu as grand besoin d'être guidé. Moi, si j'en ai besoin, tu me guideras jusqu'au bout, et tu me le promets. Oh, 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 oh. Du petit pied. Ni aujourd'hui, ni demain, tu ne dois avoir d'autres pensées qu'à moi. Tu ne dois ouvrir ni lettres, ni boîte aux lettres.
Nora, je vois encore la peur de cet homme. Qui est cela? Oh, je reconnais cela à ta figure. Il y a là pour sûr une lettre de lui. Je le crois. Mais tu ne dois pas faire de ces lectures maintenant. Aucune ombre ne doit se glisser entre nous avant que tout soit fini. Il ne faut pas la contrarier. La paix. La main. Hey! Tu seras libre. Nous allons faire bon mort, c'est ce qui paraît. Noces et festins jusqu'à demain. Ah, ah. Allons. Il ne faut pas être comme cela, folle d'effroi. Il faut redevenir ma petite alouette gazouillante comme toujours. Oui, Thorvald, mais en attendant, rentre par là. Vous aussi, docteur. Alors? Voyons, tout cela ne vous faut-il rien présager de spécial? Pas du tout, cher ami. Ce n'est que cette puérile angoisse dont je te parlais. Il rentre demain, je lui ai laissé un billet. Oh, tu n'aurais pas dû faire cela. Au fond, c'est une jouissance que d'attendre l'épouvante. Mais qu'attends-tu? Tu ne comprendrais pas. Va les rejoindre. Je viens à l'instant. Il est 5 heures. D'ici à minuit, 7 heures. Puis 24 heures jusqu'à minuit prochain. Et la tarentelle sera dansée. 24 et 7. J'ai 31 heures à vivre. Mais que devient donc la petite alouette? La voici. Il ne vient pas. Il est grand temps cependant. Pourvu qu'il... Ah, c'est lui. Entrez. Je suis seule. J'ai reçu un billet de vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut absolument que je vous parle, Krogstad. Vraiment? Et c'est nécessairement ici que l'entretien doit avoir lieu. Je ne pouvais pas vous recevoir chez moi. Je n'ai pas d'entrée séparée.
Les Elmer sont au bal chez les voisins du second. Tiens, tiens. Les Elmer dansent ce soir. C'est bien vrai? Qu'y a-t-il d'étonnant à cela? Rien. Voyons, Krogstad. Nous avons à causer. Nous deux? Qu'aurions-nous encore à nous dire? Bien des choses. Je ne l'aurais pas cru. C'est que vous ne m'avez jamais bien comprise. Ce n'était pourtant pas difficile à comprendre. Pareille chose arrive tous les jours. Une femme sans cœur et conduit un homme quand il se présente un parti plus avantageux. Me croyez-vous donc tout à fait sans cœur? Croyez-vous qu'il ne m'en ait rien coûté de rompre? Vraiment? Avez-vous réellement cru cela, Krogstad? S'il n'en était pas ainsi, pourquoi m'avez-vous écrit comme vous l'avez fait? Je ne pouvais pas agir autrement. Voulant rompre, j'avais le devoir d'arracher de votre cœur tout ce que vous ressentiez pour moi. Ah, c'est ainsi. Et tout cela n'était qu'une question d'argent. Vous ne devez pas oublier que j'avais alors une mère à soutenir et de petits frères. Nous ne pouvions pas vous attendre. Vous n'aviez alors que des perspectives si lointaines. Admettons. Cependant, vous n'aviez pas le droit de me repousser pour un autre. Je ne sais pas. Je me suis souvent demandé cela. Quand je vous ai perdu, c'est comme si le sol s'était dérobé sous mes pieds. Regardez-moi. Je suis comme un naufragé cramponné à une épave. Le salut n'est peut-être pas loin. Il était là, et vous êtes venu me l'enlever. Cela a été à mon insu, Krogstad. Aujourd'hui seulement, j'ai appris que c'était vous que j'allais remplacer à la banque. Je vous crois, puisque vous me le dites. Mais maintenant que vous le savez, vous n'y renoncerez pas? Non. Cela ne servirait à rien. Ah bon? Je le ferai tout de même à votre place. J'ai appris à agir raisonnablement. La vie me l'a enseigné, l'âpre nécessité. Et moi, la vie m'a appris à ne pas me fier aux paroles. Pour cela, elle vous a donné une sage leçon. Mais les actions, vous vous y fiez pourtant. Que voulez-vous dire? Vous êtes, avez-vous dit, comme un naufragé cramponné à une épave. J'ai de bonnes raisons pour parler ainsi. Moi aussi, je suis une naufragée cramponnée à une épave. Personne pour qui me dévouer. Personne qui ait besoin de moi. Vous l'avez voulu? Je n'avais pas le choix. Où voulez-vous en venir? Si ces deux naufragés se tendaient la main, qu'en pensez-vous, Krogstad? Que dites-vous là? Ne faut-il pas mieux se réunir sur la même épave? Christine? Quelle est, selon vous, la raison qui m'a amenée ici? Auriez-vous pensé à moi? Il me faut travailler pour pouvoir supporter l'existence. Tous les jours de ma vie, aussi loin que vont mes souvenirs, je les ai passés au travail. C'était ma meilleure et mon unique joie. Aujourd'hui, me voici seule au monde. Je sens un abandon, un vide affreux. Ne songez qu'à soi, cela détruit tout le charme du travail. Voyons, Krogstad. Trouvez-moi pour qui et pourquoi travailler. Je ne vous crois pas. Il n'y a là qu'un orgueil de femme qui s'exalte et veut se sacrifier. M'avez-vous jamais connu exalté? Vous feriez ce que vous dites? Avez-vous connaissance de tout mon passé? Oui. Mais pourquoi cela à cette heure? Il n'est pas si tard encore. Assieds-toi. Nous avons à causer. Mais voyons, Nora. Assieds-toi. L'entretien sera long. Nous avons beaucoup à nous dire. Mais voyons, Nora. Qu'est-ce que cela signifie, cette heure de raideur?
Assieds-toi. Tu m'inquiètes, Nora. Je ne te comprends pas. Tu dis vrai, tu ne me comprends pas. Moi aussi, je ne t'ai jamais comprise avant ce soir. Ne m'interromps pas. Il s'agit de régler nos comptes. Comment l'entends-tu? Nous voici là, l'un face à l'autre. N'es-tu pas frappé d'une chose? Que veux-tu dire? Voilà 8 ans que nous sommes mariés. Réfléchis un peu. N'est-ce pas la première fois que nous deux, tels que nous sommes, mari et femme, causons sérieusement ensemble? Sérieusement, oui. Qu'est-ce que cela signifie? 8 années ont passé. Et même plus en comptant depuis notre première rencontre. Et nous n'avons jamais échangé une parole sérieuse sur un sujet grave. Aurais-je dû t'initier à mes soucis que tu n'aurais pas pu soulager? Mais je ne parle pas de soucis. Je veux dire que jamais, en quoi que ce soit, nous avons cherché en commun à voir le fond des choses. Mais voyons, chère Nora, était-ce là une occupation pour toi? Ah, nous y voilà. Tu ne m'as jamais comprise. On a été très injuste envers moi. Papa d'abord, toi ensuite. Quoi, nous deux? Mais qui donc t'a aimé autant que nous? Et vous ne m'avez pas aimé. Il vous a semblé amusant d'être en adoration devant moi, voilà tout. Mais voyons, chère Nora, que veut dire ce langage? C'est ainsi, Thorvald. Quand j'étais chez papa, il m'exposait ses idées, je les partageais. Si j'en avais d'autres, je les cachais. Il n'aurait pas aimé cela. Il m'appelait sa petite poupée et jouait avec moi comme je jouais avec mes poupées. Puis je suis venue chez toi. Tu as de singulières expressions pour parler de notre mariage. Je veux dire que des mains de papa, j'ai passé dans les tiennes. Tu as tout arrangé à ton goût. Et ce goût, je le partageais, ou bien je faisais semblant. Je ne sais pas. Tantôt ceci, tantôt cela, l'un et l'autre peut-être. Toi et papa, vous avez été bien coupables envers moi. À vous la faute si je ne suis bonne à rien. Tu es absurde, Nora. Absurde et ingrate. N'as-tu pas été heureuse ici? Jamais. J'ai cru l'être, mais je ne l'ai jamais été. Tu n'as pas été heureuse? J'ai été gaie, voilà tout. Tu étais si gentil avec moi. Mais notre maison n'a pas été autre chose qu'une salle de récréation. J'ai été poupée femme chez toi comme j'avais été poupée enfant chez papa. Et nos enfants, à leur tour, ont été mes poupées à moi. Je trouvais drôle quand tu jouais avec moi, comme ils trouvaient drôle quand je jouais avec eux. Voilà ce qu'a été notre union, Thorvald, pas autre chose. Il y a quelque chose de vrai dans ce que tu dis. Bien que tu exagères et amplifies beaucoup. Mais à l'avenir, cela changera. Le temps de la récréation est passé. Vient maintenant celui de l'éducation. L'éducation de qui, Thorvald? La mienne ou celle des enfants? L'une et l'autre, chère Nora. Oh, hélas, Thorvald, tu n'es pas homme à m'élever pour faire de moi la véritable épouse qu'il te faut. C'est toi qui dis cela? Et moi, comment suis-je préparée à élever des enfants? Nora! Ne le disais-tu pas tout à l'heure? C'est une tâche que tu n'oses me confier? Je l'ai dit dans un instant d'irritation. Vas-tu relever cela maintenant? Mon Dieu, Thorvald, tu l'as très bien dit. C'est une tâche au-dessus de ma portée. Il en est une autre dont je dois m'acquitter d'abord. Je dois avant tout songer à m'élever moi-même. Tu n'es pas homme à me faciliter la tâche. Je dois l'entreprendre seul. Voilà pourquoi je vais te quitter. Que dis-tu là? Il me faut être seule pour me rendre compte de ce qui m'entoure. Aussi, ne puis-je rester avec toi? Nora, Nora! Je pars tout de suite. Je trouverai bien un abri chez Christine cette nuit. Tu perds la tête. Tu n'as pas le droit de t'en aller. Je te le défends. Tu ne peux plus rien me défendre désormais. J'emporte tout ce qui est à moi. De toi, je ne veux rien tenir. Ni maintenant, ni jamais. Que veut dire cette folie? Demain, je pars pour chez moi. Je parle de mon pays d'origine. J'y trouverai plus facilement à vivre. Aveugle que tu es, pauvre être sans expérience. Je chercherai à me créer de l'expérience, Thorvald. Abandonner ton foyer, ton mari, tes enfants. Tu ne songes pas à ce qu'on en dira.
Je ne puis m'arrêter à cela. Je sais que pour moi, c'est indispensable. Ah, c'est révoltant. Ainsi tu trahirais les devoirs les plus sacrés. Que considères-tu comme mes devoirs les plus sacrés? Ai-je besoin de te le dire? Ce sont tes devoirs envers ton mari et tes enfants. J'en ai d'autres tout aussi sacrés. Tu n'en as pas. Quels seraient ces devoirs? Mes devoirs envers moi-même. Avant, tu es épouse et mère. Je ne crois plus en cela. Je crois qu'avant tout, je suis un être humain, au même titre que toi. Ou du moins que je dois essayer de le devenir. Je sais que la plupart des hommes te donneront raison. Mais il faut que je me fasse moi-même décider là-dessus. Et que j'essaie de me rendre compte de tout. Quoi? Tu ne te rendrais pas compte de ta place au foyer? N'as-tu pas dans ces questions un guide infaillible? N'as-tu pas la religion? Oh hélas, Thorvald, la religion. Je ne sais plus au juste ce que c'est. Tu ne sais pas ce que c'est? Je sais ce que m'en a dit le pasteur Hanson en me préparant à la confirmation. La religion c'est ceci, la religion c'est cela. Quand je serai seule et affranchie, j'étudierai cette question comme les autres. Je verrai si le pasteur disait vrai, ou du moins, si ce qu'il disait par rapport à moi était vrai. Ah, voilà qui est inouï de la part d'une si jeune femme. Et si la religion ne peut pas te guider toi-même, laisse-moi du moins sonder ta conscience. Car je suppose du moins que tu possèdes le sens moral. Ou peut-être en es-tu dépourvu. Réponds-moi. Hélas, Thorvald, il m'est difficile de te répondre. Je n'en sais rien. Je ne puis me retrouver dans tout cela. Je sais une chose, c'est que mes idées diffèrent entièrement des tiennes. J'apprends aussi que les lois ne sont pas ce que je croyais, et que ces lois soient justes, c'est ce qui ne peut m'entrer dans la tête. Une femme n'aurait pas le droit d'épargner des soucis à un vieux père mourant, de sauver la vie de son mari, mais cela ne se peut pas. Tu parles comme une enfant. Tu ne comprends rien à la société dont tu fais partie. Tu dis vrai, je n'y comprends rien, et je veux y arriver, et savoir qui des deux a raison, de la société ou de moi. Tu es malade, Nora. Tu as la fièvre. Je croirais presque que tu n'es pas dans ton bon sens. Je me sens au contraire ce soir plus lucide et plus sûre de moi que je ne l'ai jamais été. Et c'est avec cette assurance et en toute lucidité que tu abandonnes ton mari et tes enfants? Oui. Il n'y a qu'une explication possible. Laquelle? Tu ne m'aimes plus. C'est bien cela. Voici en effet le nœud de tout. Nora, et c'est ainsi que tu le dis. Cela me fait tant de peine, Thorvald. Tu as toujours été si bon envers moi. Mais je n'y puis rien. Je ne t'aime plus. Cela aussi, n'est-ce pas? Tu en es parfaitement convaincu. Absolument. Et voilà pourquoi je ne veux pas demeurer ici. Et peux-tu m'expliquer comment j'ai perdu ton amour? Certainement. C'est ce soir, quand je n'ai pas vu s'accomplir le prodige espéré. J'ai vu alors que tu n'étais pas l'homme que je croyais. Explique-toi. Je ne comprends pas. Pendant 8 années, j'ai patiemment attendu. Je savais bien, mon Dieu, que les prodiges ne s'accomplissent pas tous les jours. Enfin vint cette heure d'angoisse. Je pensais alors fermement, voici venir le prodige. Pendant que la lettre de Krochkat était dans la boîte, je n'ai pas pensé un seul instant que tu pouvais te plier aux conditions de cet homme. J'étais sûre que tu allais lui dire « Allez !» et publier tout, et quand cela aurait eu lieu... Eh bien oui, comme j'aurais livré ma femme à la honte et au mépris... Quand cela aurait eu lieu, j'étais sûre que tu allais paraître, prendre tout sur toi et dire « Je suis coupable ». Nora! Tu vas dire que je n'aurais pas accepté pareil sacrifice, sans doute, et qu'aurait signifié mon affirmation à côté de la tienne. Eh bien, c'était là le prodige espéré avec terreur, et c'est pour éviter cela que je voulais mourir. C'est avec bonheur, Nora, que j'aurais travaillé pour toi nuit et jour. J'aurais tout sacrifié.
Ceci est privation. Il n'y a personne qui offre son honneur pour l'être qu'il aime. Des milliers de femmes l'ont fait. Et tu parles comme une enfant. Et tu penses de même. Admettons. Mais tu ne penses pas toi, et tu ne parles pas comme l'homme qui me serait capable de suivre. Ou en ce moment, il me paraît que j'ai vécu 8 années sous le toit d'un étranger, que j'ai eu 3 enfants. Je n'arrive pas à y penser. J'ai envie de me déchirer moi-même en 1000 morceaux. Je le vois bien. Je le vois, hélas. Un abîme s'est creusé entre nous. Mais ne peut-il être comblé? Telle que je suis aujourd'hui, je ne puis être ta femme. J'ai la force de me transformer. Peut-être, si on t'enlève ta poupée. Se séparer de toi, Nora. Non, non, je ne puis accepter cette idée. Raison de plus pour en finir. Pas encore, pas encore. Attends demain. Je ne puis pas passer la nuit sous le toit d'un étranger. Mais ne pouvons-nous continuer à vivre ensemble, comme frères et sœurs? Tu sais très bien que cela ne durerait pas longtemps. Adieu, Thorvald. Je ne veux pas voir les enfants. Je les sais en de meilleures mains que les miennes. Telle que je suis aujourd'hui, je ne puis être une mère pour eux. Mais un jour, Nora, un jour. Comment te répondre? Je ne sais même pas ce que je deviendrai. Mais tu es ma femme, quoi que tu sois ou quoi que tu deviennes. Écoute. Quand une femme quitte le domicile conjugal, comme je le fais aujourd'hui, les lois, m'a-t-on dit, dénouent le mari de tout engagement envers elle. Je sais en tout cas que moi, je t'en tiens quitte. Tu ne dois pas te sentir lié envers moi, pas plus que je le demeure moi-même. Liberté entière de part et d'autre. Tiens, voici ton anneau. Rends-moi le mien. Cela aussi? Oui. Tiens. Merci. Maintenant, tout est fini. Tout est fini? Ne veux-tu plus jamais penser à moi, Nora? Aussi, bien sûr, je penserai souvent à toi, et aux enfants, et à la maison. Adieu. Nora, Nora! Partie. Elle est partie. Le plus grand des prodiges.